Bonjour Gilani Djelalil. Bonjour. Vous êtes président de Wilby Group, conseil en stratégie et management. Alors nous avions parlé lors de votre dernière visite de leadership, de digital, et nous avions évoqué brièvement la collaboration entre les entreprises de l'économie traditionnelle et les startups. Est-ce que ce sujet reste d'actualité ? Bien sûr, la French Tech se porte très bien et encourager cette collaboration est un impératif auquel nous souscrivons totalement. Alors, cela suppose que l'entreprise maîtrise la cartographie des acteurs, pour ainsi dire, et notamment les disrupteurs qui peuvent représenter une menace, mais aussi les enablers ou facilitateurs avec qui la collaboration est souhaitable. Alors, pour la mettre en œuvre, cette collaboration, il existe des conditions ou des bonnes pratiques. Alors justement, ces bonnes pratiques, quelles sont-elles ? Alors d'abord, le bon sourcing, ça c'est un élément essentiel. Il s'agit d'identifier les acteurs dont la proposition de valeur répond aux enjeux de l'entreprise. Ensuite, il s'agit de définir un thème business qui devient le sujet de la collaboration, qui doit être encadré avec des modes d'interaction qui conviennent à chacun, mais tout de même dans une logique d'agilité. Ensuite, il est important de travailler en mode projet et de confirmer et de réorienter les travaux avec un suivi régulier. Alors je remarque que vous parlez toujours de collaboration, mais pas d'acquisition. Pourquoi ? Alors, c'est vrai, les bonnes pratiques en matière de fusion-acquisition, comme on dit, sont relativement bien connues maintenant. Alors, bien choisir la cible d'abord, sans exagérer les synergies. C'est un travers assez fréquent. Payer le juste prix pour réaliser un retour sur investissement. Inutile de dire que si la première règle n'est pas respectée, difficile de respecter la deuxième. Et ensuite, bien gérer et surtout anticiper l'intégration pour éviter le désengagement au sein de la cible. Alors justement, ces bonnes pratiques, est-ce qu'elles seraient différentes en cas d'acquisition de start-up ? Oui et non. Je dirais que le contexte et le cadre stratégique sont très différents. Vous voulez parler de valorisation ? Alors effectivement, c'est un des aspects. Les règles de valorisation classiques, multiples de chiffre d'affaires, de résultats d'exploitation, qui sont le fruit de réflexions menées dans un paradigme traditionnel, ne s'appliquent plus. Le chiffre d'affaires est parfois faible et le résultat est souvent négatif. C'est pourquoi l'intention stratégique qui préside à ce type d'acquisition doit être très claire. Cela suppose également que le niveau de maturité de l'acquéreur, notamment sur le digital, soit au niveau de l'état de l'art. On n'acquiert plus du chiffre d'affaires, des volumes de production ou un portefeuille des clients, mais des éléments d'agilité stratégique ou d'excellence opérationnelle, que ce soit une technologie ou encore des compétences difficiles à capter sur le marché dans l'état actuel de guerre des talents. Alors quels sont les pièges ou les difficultés ? Alors je dirais d'abord la détection et la compréhension de la trajectoire de la start-up. Il peut être difficile pour une équipe M&A de vendre à son dirigeant une structure qui a déjà pivoté plusieurs fois. Or, si elle existe encore, c'est éventuellement parce qu'elle a réussi à le faire. Alors je précise que pivoter, dans le jargon, c'est changer de cible ou de modèle d'affaires. C'est exact, voire tout simplement de projet stratégique. Ensuite, lorsque la start-up est en phase de croissance, elle attire l'attention notamment des acteurs spécialisés du private equity qui sont particulièrement rodés et qui ont par nature une appétence au risque. La cible est donc courtisée, mais pas forcément intéressée, car très prise par son développement et surtout chère à l'achat. Lorsqu'un accord est finalement trouvé, se pose le sujet de l'intégration et de ses conditions. C'est là qu'on doit pouvoir reboucler sur l'intention stratégique. Dans certains cas, la start-up est vue comme un levier de transformation, dans d'autres cas, comme un levier de croissance. Donc le schéma d'intégration n'est pas le même. Dans ce dernier cas, tout ce qui importe, c'est de doter la start-up des moyens de son développement pour en faire une locomotive. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais les obstacles semblent quand même très nombreux. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Bien sûr, moi il me semble que c'est une réflexion obligée. Un grand penseur de la stratégie comme Clayton Christensen le dit mieux que je ne saurais le faire lorsqu'il évoque la nécessité pour l'entreprise, pour se protéger des nouveaux entrants, de développer des activités en dehors du core business avec des cultures et des organisations différentes dans une logique de rapprochement interne. Eh bien merci Gilani Djelalil pour cette analyse. Merci à vous.